ce qu'on a déjà vu. Donc, je crois vous avoir dit en introduction qu'on est quand même suffoqué de voir combien l'intolérance religieuse a conduit à des guerres civiles, des guerres entre Français, entre natifs de la même nation, vous voyez. Ça paraît incroyable, mais un historien qui s'appelle Konov a démontré quand même que plus que les questions religieuses, c'était les questions politiques qui ont joué, également économiques, mais surtout politiques. Donc, la religion catholique a bien tenté de se réformer. Elle a organisé un concile, c'est le concile de Trente en 1540. Il a duré plusieurs années, mais ce concile a tenté de réformer. Il a réformé certes un peu. Est-ce que les réformes ont été appliquées? Ça, c'est une autre question. Mais, comment dirais-je, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Donc, on a vu qu'il y avait 8 guerres religieuses. Ah oui. Si vous vous rappelez bien. Hein. Alors, la première ne nous concerne pas, puisque nous, ça commence en 1567. Vous voyez? Donc, la première ne nous concerne pas, mais les autres, nous n'y coupons pas. Hein. On va le voir d'ailleurs. Hein. Donc les sources, malheureusement, on n'a que des sources catholiques. Parce que Guillaume Morand est certes avocat, mais il est de famille catholique, il est catholique. Et ensuite, on a cette enquête de 1575 sur les ravages déclenchés à l'époque de Montgomery, on va le voir. Et là, vous avez simplement donc la liste, vous voyez, c'est simplement la liste, vous voyez, des communautés qui sont concernées par les destructions. Alors essentiellement, destruction d'églises, destruction de presbytères, destruction des monastères, bien sûr, hein. Donc tout ce qui est religieux, bien sûr, et ça aussi c'est d'origine catholique, hein. Ils ont voulu donc faire une enquête pour savoir exactement où on en était en 1575, c'est-à-dire 4 à 5 ans après les événements. Alors, Guillaume Morand n'a pas vécu vraiment les événements, du moins il était enfant. Hein. Alors, on suppose qu'il ne les a pas vécus directement, mais enfin, son père a été tué lors d'une échauffourée alors que on tentait d'évacuer la ville, et c'est un, je crois que c'est un prêtre qui lui a tiré dessus, parce qu'il y avait tellement de confusion, il n'y avait pas de bonne organisation à Tarbes, et par conséquent, il a confondu, quoi. Il a tué donc un catholique en pensant que c'était les protestants qui arrivaient. Et ça ne doit pas vous étonner, parce que les moines, les prêtres, dans certaines circonstances, ne sont pas les derniers à s'armer et à faire le coup de feu. Hein. Bon, le contexte, eh bien, le contexte, on y revient rapidement, hein, c'est simplement le pouvoir royal est très affaibli, parce que les rois meurent trop rapidement, en quelque sorte. Hein. Le premier, Henri II, est tué, vous le savez, dans un combat, mais attendez, un combat qu'il a suscité lui-même. Hein.
il a voulu, au cours d'un tournoi, aller jusqu'au bout, alors que lui-même, le roi, mais le roi se pahonnait, comme on dit à l'époque, hein, se pahonnait, c'est-à-dire se vantait. Alors vous avez deux places ici, une là, une là. Il y en a peut-être d'autres, hein, peut-être au fond. Donc je répète, ça commence avec Henri II parce que c'est lui qui a insisté. Il voulait absolument défaire son chef des gardes, Montgomery, et ce chef des gardes était sans doute meilleur jouteur que lui, et par conséquent, comme il se vantait, le roi se vantait d'être le meilleur de tous, il a voulu poursuivre un combat que son chef des gardes ne voulait nullement poursuivre. Ils avaient rompu chacun une lance, donc c'était la fin du combat normalement. Mais il a voulu qu'on continue avec les lances rompues, et il est arrivé que la lance de Montgomery est entrée dans l'œil du roi, qui a agonisé quelques jours et puis qui est mort, quoi. Et ensuite le Montmorency en question, non, le Montgomery en question, pardon, il a été chassé de la cour, conspué, pas accusé de meurtre mais presque, et il s'est converti au protestantisme. Et il est devenu chef d'une armée protestante dans le sud-ouest. Voilà, simplement. Et c'est lui que nous allons rencontrer là. Donc, on va le voir en détail. Bon, ensuite, et surtout, ça me paraît plus important aussi, pardon, le pouvoir royal affaibli. Donc, il va y avoir des régences parce que les fils, et ils sont nombreux, de Catherine de Médicis sont en général trop jeunes pour avoir leur majorité, c'est le cas, une fois ou deux, mais aussi trop jeunes pour gouverner. C'est venu tellement vite, cette mort du roi, elle était tellement inattendue, que finalement il n'était pas préparé à ce rôle. Donc il va laisser sa mère l'influencer grandement, quoi. Et puis là, même si le roi règne réellement, la reine mère va donc continuer à exercer son influence, hein, parfois occulte, mais il semblerait que c'est elle qui ait déclenché la Saint-Barthélemy, hein, d'après ce qu'en disent les historiens. Bon, ensuite, ce qui complique la situation, c'est l'ingérence des pays voisins. Alors, l'Angleterre, bien sûr, mais l'Angleterre soutient les protestants, elle leur envoie des fonds, entre autres, mais en réalité, elle veut surtout récupérer Calais. Calais qui lui a été prise quelques années auparavant, hein. Donc Calais qui est resté aux mains des Anglais pendant un siècle ou presque, hein, quelque chose comme ça. Alors l'Espagne, lui, joue un rôle beaucoup plus actif, parce que l'Espagne encercle en quelque sorte la France. Vous savez, c'est l'Espagne de Charles Quint d'abord, puis de Philippe II, son successeur. C'est-à-dire qu'il possède la péninsule ibérique, il va même s'emparer du Portugal, hein, et il possède pratiquement toute l'Italie, du moins les parties italiennes qui sont importantes, les grandes villes, etc. Et il possède aussi les Pays-Bas. Donc la France se sent encerclée, il n'y a que du côté des Allemands où on a une partie des États qui sont protestants, des États provinciaux allemands, des provinces allemandes, hein. Il n'y a pas d'État unifié à cette époque-là, hein. Donc il y a un principe en Allemagne qui a joué, tous ceux
qui sont luthériens, non, si le prince est luthérien, ses sujets sont tous luthériens. Et on fait comme ça. Si le prince est catholique, ses sujets sont catholiques. Voilà. Donc, ça simplifie largement les choses, si vous voulez. Bon, les causes proprement religieuses sont un peu secondaires, hein, c'est le même Dieu. La différence vient surtout du culte des images et des idoles, comme disent les protestants, voyez, ou des médailles, par exemple. Ils ne peuvent pas adorer une médaille ou une statue en plâtre ou des choses comme ça. Voyez, pour eux, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est les Écritures, la Bible. Et puis, ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape. C'est pour ça que, si on les appelle huguenots, ces protestants, assez vite, là, vers le milieu du siècle, eh bien, en fait, les huguenots appellent les catholiques les papistes. Voyez ? Donc, ce sont des termes qui sont quelque peu injurieux et offensants, hein. Bon, en 1561, quand même, hein, on pense que c'est la date de l'apogée du protestantisme français. Il y a environ 2 millions de protestants en France, c'est-à-dire un Français sur 10, grosso modo. Un Français sur 10, ils ont un petit millier de temples protestants. Et pourtant, à l'époque d'Henri II, notamment, il y a eu des édits extrêmement durs contre les protestants, mais en fait peu appliqués ou appliqués mollement. Donc en fait, les protestants n'ont pas cessé de prospérer, si vous voulez. Alors les protestants français sont calvinistes. Donc comme Calvin est réfugié à Genève, on pense que huguenot, ça vient du terme qu'on employait pour les Genevois, partisans d'une confédération suisse, helvétique, à l'encontre du duc de Savoie. On les appelait les huguenots, quelque chose comme ça. Mais, bon, cette origine est contestée, mais enfin, bon, c'est la plus probable sans doute. Et par conséquent, c'est devenu très péjoratif ensuite. Alors les tensions s'exacerbent puisque en 1545, 3000 hérétiques, si vous voulez, vaudois, on les appelle parce qu'ils ont quand même une hérésie un peu particulière, sont massacrés dans les Cévennes, voyez. La chambre ardente à Paris en 1547, eh bien, fait passer sur le bûcher un grand nombre de gens qu'on soupçonne de protestantisme ou même simplement d'être tolérants, voyez. Surtout la Michelade. Bon, on va les voir parce que là il y a des gravures, hein. Alors voilà une gravure de propagande catholique qui vous montre les protestants en ses débuts. Ces protestants, ils essaient de faire des coups d'éclat. Voyez, par exemple, s'emparer d'églises ou détruire certaines églises, comme ça. Alors là, le massacre de la Michelade à Nîmes, on a des témoignages, hein, d'ailleurs le dessin semble concorder avec les témoignages, hein, c'est-à-dire que les protestants de Nîmes ont massacré la plupart des catholiques là, qui se trouvaient dans la ville. Il faut dire que le protestantisme il s'est installé beaucoup plus dans le Midi que dans le Nord, si on fait une séparation grossière, hein, bien sûr.
Alors, on voit des scènes de meurtre un peu partout, et puis on voit un puits, on est dans l'évêché de Nîmes, là, et les protestants mettent les cadavres des catholiques dans le puits. Voilà. Et ce n'est pas sans nous rappeler une histoire qui court à propos du monastère des Carmes à Trie, où justement, on manque d'informations là, hein, je vous expliquerai pourquoi, mais il semblerait que les protestants, en passant par Trie, et donc pourchasser les moines, et les trucider, là aussi, et jeter dans le puits. Vous voyez, c'est l'histoire qui court, la légende, mais enfin, on n'a pas autre chose là, hein, pas grand chose de plus. Ici, je vous ai parlé de la chambre ardente. Voilà Anne Dubourg qui avait osé simplement trouver les édits royaux trop dur envers les protestants, donc il était beaucoup plus tolérant, et il est parti en cendres. Alors, on peut regarder ce que nous dit Guillaume Morand à propos de la situation dans les Hautes-Pyrénées, pardon, en Bigorre, hein, bien sûr. La reine de Navarre fit instruire son fils à la religion prétendue réformée, dont elle fit aussi profession ouvertement et bannit entièrement du pays de Béarn l'exercice de la religion catholique, apostolique, romaine, et ce changement de religion fut le commencement des misères que la paix de Bigorre a depuis en ça souffert. Car, à la faveur de la reine de Navarre, les ministres de la nouvelle doctrine s'épandirent par la Bigorre et prêchèrent en divers endroits les erreurs de leur hérésie. Plusieurs nobles familles des plus apparentes du pays reçurent cette nouvelle créance, pour croyance bien sûr, et à leur exemple, les habitants des villes accouraient au temple et prêchent jusqu'aux prêtres, plusieurs desquels renoncèrent au célibat et s'attachèrent aux femmes. C'est une manière de voir les choses. Donc c'est vrai que donc, les pasteurs protestants, depuis l'origine, peuvent se marier. Et combien qu'en France, les religionnaires eussent pris et saccagé les principales villes, néanmoins en Bigorre, il ne fut commis aucune violence par arme jusqu'à l'année 1567. Donc voilà l'année clé, qui est l'année du déclenchement des problèmes chez nous. 1567. Et la première chose, c'est qu'on a une sorte de révolte des États de Bigorre contre la comtesse protestante. Alors, la ville de Tarbes est déjà partagée en deux camps. Et dans les villes, les bourgades, et notamment celles qui sont proches du Béarn, il y a beaucoup de huguenots. Hein. Bon, Marguerite d'Angoulême, une des figures de la nouvelle religion réformée, non, les catholiques disent religion prétendue réformée. Hein. Donc Marguerite d'Angoulême meurt au château d'Audoz en 1549, et Jeanne d'Albret, par ses ordonnances de 1566, n'a pas interdit la religion catholique, mais elle a interdit les processions et les prêches. Alors les États s'insurgent, et en juin 1567, elle est obligée de venir présider les États à Tarbes,
et une sédition éclata dans la ville, menée par deux personnages qui sont Pesquites et Tasta. Mais il n'y a pas de rue à leur nom dans la ville, rassurez-vous. Et en juillet de la même année, elle est obligée, la comtesse de Bigorre est obligée de déclarer officiellement la liberté des cultes. Donc on aurait pu croire que c'était une sédition qui a réussi en quelque sorte, puisque le résultat c'est qu'il y a un édit de tolérance en quelque sorte. Mais la même année, vous avez un personnage, un protestant qui s'appelle Jean Guillem, qu'on appelle Jean Guillem en général. Pardon, il s'appelait réellement Jean Guillem de Lignières. Donc en 1567, vous voyez, Guillaume Morand l'appelle un bandolier. Bandoulier, c'est quelque chose que vous retrouvez plutôt du côté de l'Almezan, vous voyez, par là. Et donc, une espèce de bandit, c'est ça qu'il veut dire. Lui, il le fait venir de la montagne d'Or, de la vallée d'Or, mais on ne sait pas, on ne sait pas réellement. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Avec une poignée de gens assez semblables, il alla loger au village de Gers, sur l'entrée de Béarn, et là il recrute, et avec des gens qui viennent de Tarbes et de Rabastens, dont des protestants, et en partant de Gers, ils vont au village de Pentac pour piller la maison d'un prêtre. Il avait sans doute la réputation d'être riche. Donc, et de là, portant le butin dans l'abbaye de l'Escaladieu, laquelle ils occupèrent à dessein d'y faire séjour et de rendre contribuables à leur entretien les villages circonvoisins. Vous voyez ce que ça veut dire? Rendre contribuables à leur entretien. Autrement dit, leur porter de quoi survivre, et puis peut-être plus même. Ayant failli d'exécuter leur principal dessein, leur principal projet, qui était de prendre le château de Mauvezin en Nébouzan, car cette place était extrêmement désirée par les religionnaires de Béarn et de Foix. Bien entendu, on retrouve là l'idée qu'on avait même à l'époque de Gaston Phébus, pour assurer le passage des uns aux autres, bien sûr. Bon, ensuite, la conséquence, c'est qu'ils vont fortifier la garnison du château de Lourdes. Il faut cotiser la vallée de Batte-Sauriguer, c'est-à-dire de Batte-sur-Guer à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, et d'autres lieux circonvoisins. Alors ensuite, oui, donc ensuite, pardon, je vous l'ai dit, les États de Bigorre, enfin, sous l'impulsion de Toulouse, si vous voulez, sous l'impulsion de Toulouse et du roi, par l'intermédiaire de ses représentants, les États vont décider de ce qu'ils appellent une croisade. Ils emploient le terme dans le document officiel, c'est-à-dire qu'ils vont s'organiser pour se défendre. Avec la nomination de deux capitaines, si vous voulez, bon, on y reviendra. Donc, Jean Lignières est pris, Jean Guillem de Lignières donc est pris, et
il est amené à Toulouse et exécuté. Vous voyez? Mais il s'est emparé de l'abbaye de l'Escaladieu, bien sûr. Hein. Donc il a quand même pillé l'abbaye, etc. Alors les États du Bigorre prennent les précautions suivantes, comme j'étais en train de vous le dire. C'est la croisade à l'instigation du Parlement de Toulouse, avec la nomination de 2 chefs de guerre, hein, Arnaud d'Antin et Jean de Bazillac. Et ils obligent les habitants importants, du moins les Tarbais, puisque ça nous intéresse en premier chef, de faire un serment solennel d'obéir au roi et à la religion protestante. Alors les catholiques viennent, signent, mais les protestants ne viennent pas. Alors, entre-temps, les 2 capitaines et les États du Bigorre ont décidé de former une armée de 4, enfin une armée, un groupe armé de 4 compagnies. Ce qui était évidemment bien insuffisant par rapport à une armée organisée. Alors, si je vous montre ça, vous voyez que j'ai fait un effort pour vous. Hein. Si je vous montre ça, c'est pour vous dire qu'on est partie prenante de tous les événements à peu près. 1569, Tarbes est prise, enfin 1569 ou 70. 1570, Tarbes est prise par Montama. 1571, Tarbes est reprise par Montama. 1573 puis 74, Lisieux, qui s'empare de Saint-Sevé, va s'emparer aussi de Tarbes. Et puis, il y a un intervalle, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés, même si ça ne se voit pas bien, il y a un intervalle de temps assez long, vous voyez, et on arrive à d'autres troubles en 1592. Alors là, ça nous change un peu. Ce sont les ultra-catholiques de la Sainte Ligue, de la Ligue, si vous voulez, Sainte Ligue, formée dès 1579, notamment à Paris. Donc, c'est à ce moment-là, ce sont les catholiques de la Ligue qui habitent Tarbes qui s'emparent du pouvoir. Alors c'est une prise de la ville par l'intérieur, ce qui change des autres prises de Tarbes. Hein. Alors, en 69 d'abord, et on ne sait pas quand est-ce que ça s'est prolongé, eh bien vous avez l'armée de Montgomery, l'armée protestante de Montgomery qui vient de la région de Montauban, enfin de la Moyenne-Garonne si vous voulez, et qui traverse toute la Bigorre. Il traverse toute la Bigorre pour aller secourir la ville de Navarinx en Béarn aux mains des protestants et assiégé par une armée catholique. D'accord? Mais il passe à travers le territoire du comté. Donc, comme on l'a déjà dit, première chose, quand ils passent, ils vivent sur le pays. Donc, vous comprenez ce que ça signifie pour les gens qui sont sur le passage. Et comme ils ne peuvent pas tous passer au même endroit en même temps, parce qu'il n'y aurait pas assez de ravitaillement pour tout le monde, ils s'égaient. Donc ils passent par plusieurs chemins, si vous voulez. Ils passent, les uns passent par l'Almezan, les autres passent du côté de Galan, vous voyez, Try, etc. D'autres plus à l'ouest. Enfin bon, ils passent un peu partout. Et quand ils passent, ils démolissent, enfin ils incendient les églises, première chose.
Et ensuite, ils pillent, bien sûr, éventuellement ils tuent, mais surtout, ils cherchent les maisons des prêtres. Dans les villages, vous savez, la plupart des prêtres vivent dans une masure, ils vivent comme leurs paysans. Hein. Souvent, ils ne sont pas plus riches. Mais dans les grosses communes, dans les grosses communautés, ils vivent mieux quand même. Hein. Ils sont plus riches. Bon. Et alors là, vous avez donc toute la liste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le document récapitulatif. Et voilà, donc vous avez la liste par exemple là. N'oubliez pas qu'il y a une partie du Béarn, dans la région de Montagnais notamment, qui font partie de l'évêché de Bigorre. Hein. C'est le diocèse de Bigorre. Et le comté de Bigorre, s'il est assez restreint du côté justement du plateau de l'Almezan, il s'arrête au niveau de la vallée de la Rosse, enfin des premiers coteaux qui bordent la Rosse. Le comté de Bigorre va jusqu'à Tasques. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Donc on prolonge la vallée de la Dour bien au-delà des Hautes-Pyrénées actuelles. Hein. Donc voilà, c'était ça la Bigorre. Et alors, ils ont fait des destructions quand ils sont passés une première fois, mais après, quand ils ont délivré Navarinx, ils vont repasser en Bigorre. Alors, en allant délivrer Navarinx, ils n'avaient pas le temps de s'arrêter et de faire un siège. Le siège de Tarbes, non. Donc, l'armée protestante a filé sur Navarinx, ils ne se sont pas arrêtés pour faire le siège de Tarbes. Et ils voulaient repartir, semble-t-il, de la même manière. Montgomery voulait repartir de la même manière sans toucher à Tarbes, qui était une ville fortifiée quand même, donc il aurait fallu prendre le temps de faire le siège, etc. Et alors, il y a, nous dit Guillaume Morand, 2 protestants tarbais qui viennent le voir et qui lui disent que la ville a eu tellement peur que les gens se sont enfuis et que la ville est facile à prendre. Donc que fait Montgomery? Ben, il prend Tarbes. Et là commence pour Tarbes donc le début de ces grands malheurs, puisque les églises vont être brûlées. Vous comprenez ce que ça veut dire, et les églises brûlées, y compris la cathédrale, c'est-à-dire c'est surtout les toitures qui vont être endommagées. Hein. Mais enfin, l'intérieur est pillé. S'il y a quelques fanatiques protestants dans le lot, ils vont détruire les idoles, comme on a dit tout à l'heure, les statues, etc. Et ensuite, c'est le premier pillage, donc toutes les maisons qui n'appartiennent pas à des protestants vont être pillées comme une armée le fait quand ils ont pris une ville, quoi. Et à l'époque, ça se faisait souvent. Ils appelaient ça à l'époque la picorée. Et oui, il y a des images comme ça. C'est comme se vanter, c'est se paonner comme un pan. Voilà. Il y a des choses qui sont imagées. Bon. D'ailleurs, Guillaume, du moins l'intendit, l'enquête, là, nous le dit ici. En retournant du dit Navarinx, c'est le 1er du mois de septembre au dit en 1569, la ville et cité de Tarbes fut prise par le dit comte Montgomery et ennemi du roi. L'église cathédrale où il y avait un orgue si beau qu'il y en eût en Guyenne, en la Guyenne,
un chœur si bien garni de livres et bibliothèques, les chambres capitulaires et documents de la dite église, chapelle et hôtel, le tout brûlé, pillé, ruiné, de sorte que du grand feu qu'était dans la dite église et clocher d'Issel, les cloches se fondirent. Et non content d'avoir fait la dite ruine dans la dite église, brûlard et pillard la maison épiscopale, c'est-à-dire le château épiscopal, bien sûr, celle des chanoines, archidiacres, prébendiers et chapelaines, aussi brûlard et pillard les couvents des Cordeliers et Carmes, les églises collégiales de Saint-Jean et celles de Saint-Martin, et une bonne partie des maisons de la ville. Et de la dite ville, couvents et églises, maisons des ecclésiastiques, en tirèrent ce qu'il y était, de sorte que par 300 000 livres de se saurait remettre en état qu'il était auparavant le dit brûlement et saccagement. Et la perte du document et archives est inestimable. Voilà ce qu'on nous dit là. Hein. Donc, c'est une source catholique, hein, ne l'oubliez jamais. Donc, qu'il y ait peut-être un peu d'exagération dans la chose, bien sûr. Hein. Mais on n'a pas de source protestante. Aucun protestant n'a écrit sur la Bigorre et sur les ravages en Bigorre. Hein. Bon, et partant de là, ils brûlent, vous voyez, tout le nord, là. Parce qu'ils sont repassés par un endroit qu'ils n'avaient pas pris à l'aller. Ils sont repassés donc par le Gers actuel, vous voyez. Donc vous avez Caisson, Vic, Larreule, Tosta, Bourg, Chis, Dours. Tout ça est pris au retour, là, quand ils partent de Tarbes. Hein. Donc, en fait, on a là une première chose dont on va se rappeler, c'est qu'on a des ennemis partout. C'est-à-dire les protestants, vous les avez à l'intérieur des villes, donc eux, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que le parti protestant gagne, triomphe. Donc, voilà le premier passage, le passage des armées de Montgomery. D'ailleurs là, tous les points noirs, ce sont les endroits qui ont été détruits. Étant donné qu'ici, on est dans les 4 vallées, on n'est plus dans la Bigorre, hein, la tache blanche qui est là, où vous n'avez presque pas de points là. Ça veut dire simplement que vous voyez, ils seraient passés par exemple par Trie, et c'est là qu'ils auraient pillé le monastère des Carmes et mis dans le puits donc les pauvres catholiques décédés. Mais il y a pire. Il y a pire, c'est que la comtesse de Béarn envoie carrément son lieutenant, Montama, à la tête donc de soldats plus aguerris. Et semble-t-il, au moins au deuxième assaut, semble-t-il des canons. Ou pas beaucoup, hein, parce qu'il fallait les faire suivre quand même, mais c'est pas si facile. Donc ils auraient eu peut-être 2 ou 3 canons, mais ça suffit à faire chuter les murailles de Tarbes. Les murailles de Tarbes sont des murailles médiévales, donc elles ne sont pas solides. Et ensuite il y a des brèches. Il y a des brèches qui n'ont pas été réparées. Donc, problème. Hein. Alors, en 1570, puis en 1571, Montama se présente donc du côté de la Bigorre, hein, ayant donc l'aurore guidée sur l'horizon, le fatal et triste jour
qui devait faire de la ville de Tarbes le cimetière de tant de vaillants soldats et capitaines, grossir et rougir les ruisseaux de sang humain, tapisser les rues d'herbes vertes comme un pré durant la saison printanière, voici que M. de Montama se présenta à l'assaut, assuré d'être secouru de ceux qu'il avait jetés dans la ville. Donc là encore, il y a une ruse, une trahison. Il a réussi à faire passer certains de ses soldats dans la ville. Bonas, qui est le capitaine, hein, d'autre part, et ces gens se trouvèrent à la brèche, bien armés et mieux encouragés pour se bien défendre. Comme ils sont venus aux mains et que d'une guerrière audace chacun gâche, c'est-à-dire tente d'abattre ce qu'il y a devant, ceux qui étaient entrés par la fenêtre sortent à la rue et accourent furieusement enveloppés les gens de Bonas par derrière. Donc vous voyez, ils sont pris entre deux feux. Les assiégés, se voyant attaqués par deux endroits et ne sachant ce que ce pouvait être, furent bien étonnés et combattirent en confusion et désordre. Bien sûr. Jusqu'à ce qu'étant foulés et oppressés de la multitude, ils n'eurent plus aucun moyen de se défendre, mais furent taillés en pièces ou faits prisonniers de guerre. Ce coup fait, il n'y resta plus aucun de tous ceux qui avaient soutenu le siège qui ne fut tué ou détenu prisonnier. Et les prisonniers furent après massacrés de sang-froid. Donc ça c'est autre chose. Hein. Et demeura la ville de Tarbes pleine de corps morts, le nombre desquels et de ceux qui furent trouvés autour de la brèche fut d'environ 2000. Donc pour lui, c'est 2000 morts. En fait, d'après l'enquête, ce serait peut-être entre un petit millier et 14 ou 1500, quelque chose comme ça. Donc les chiffres de Morand là sont peut-être un peu exagérés quand même, ou arrondis au supérieur si vous voulez. Donc, et pour les ensevelir, après que M. de Montama se fut retiré dans le Béarn et fit retirer les canons et les troupes du pays de Bigorre, les hommes et les femmes des prochains villages s'assemblèrent et ayant amassé les habits, armes, anneaux et autres choses que les Béarnais n'avaient eu le loisir de prendre, car ils délogèrent incontinents sur l'avis que M. de la Valette, lieutenant pour le roi de la Haute-Garonne, s'approchait pour les combattre, dont l'approche d'une armée catholique, comblèrent de corps morts les fossés et les puits, et employèrent environ 8 jours à ce funeste office. Donc 1570, vous voyez. Donc ça, c'est la deuxième attaque de Montama. En réalité, il y a eu une première attaque l'année avant et il a réussi à prendre la ville une première fois. Mais une fois qu'il a été parti, en réalité, il s'est passé la chose suivante, c'est que Tarbes n'avait plus pratiquement personne pour la défendre non plus, donc c'était une prise facile, la première fois. Mais la deuxième fois, les États et la ville ont donc, vous l'avez vu, nommé un capitaine qui s'appelle le capitaine Bonas, qui avait, semble-t-il, d'après Guillaume Morand, rassemblé autour de lui 800 hommes. Donc la ville était défendue par ces 800 hommes, mais après le premier passage de Montama. Mais Montama revenant, il est obligé de revenir puisqu'il y a toujours les catholiques qui ont renforcé la défense et qui
espère donc que la ville restera catholique. Donc, Montama revient avec les canons cette fois-ci, et là, vous voyez, ils ont tenté les hommes du capitaine Bonas ont tenté de défendre la ville, mais vous voyez, par ruse, ils sont pris entre deux feux et par conséquent, ils sont obligés de ou se rendre ou pour être faits prisonniers contre rançon la plupart du temps, s'ils sont un peu étoffés, comme on disait à l'époque, s'ils ont quelque argent, eh bien, à ce moment-là, on les met à rançon. Et sinon, vous voyez, on les dépêche, comme on disait à l'époque, on les dépêche donc dans l'autre monde. Donc voilà, nous en sommes donc à la 3e prise de Tarbes en 3 ans. C'est pas mal quand même. Hein. Et là, pendant un moment, donc la ville va être en grande partie désertée. Mais il faut vous dire que, par exemple, le baron de Bénac est protestant et il n'habite pas loin. Vous voyez, par exemple. Hein, alors, voyons, la première chose, c'est que le premier capitaine qui a tenté la défense de Tarbes a fait partir les habitants et il s'est réfugié au Bourg-Vieux. Il a laissé les autres bourgs complètement sans défense. Vous voyez, ça c'était la première attaque de Montama. Donc, lui, le capitaine Bonas, là, pour la 2e attaque, il a fait autre chose. Il a brûlé 2 bourgs qui pouvaient servir de repère aux ennemis. Ça avait dû se passer la fois avant un peu. Vous voyez, ça leur sert de repère et ils peuvent s'approcher des murailles plus facilement comme ça. Et donc il a brûlé le Maubourguet, c'est-à-dire la place de Verdun actuelle, hein, et il a brûlé le bourg Crabé. Alors, voyons, vous vous rappelez de ça? Donc il se réfugie ici dans le Bourg-Vieux, là vous avez le château comtal, là l'église Saint-Jean, il abandonne le premier des capitaines, là, hein, il abandonne tout le reste qui peut servir aux ennemis à avoir une retraite, là, enfin, un abri, etc., à placer des canons tout près, etc. Vous voyez. Donc, la 2e fois, le capitaine Bonas, pour le 2e siège de Tarbes par Montama, il fait brûler le Maubourguet et il fait brûler le bourg Crabé. De telle sorte que c'est un peu la tactique des Russes, vous savez, face aux invasions, la tactique de la terre brûlée. Vous voyez? Donc, on en arrive à la description de Tarbes par Guillaume Morand à cette époque-là. Alors, je vais me mettre peut-être de l'autre côté, parce que là... La ville-cité de Tarbes, située presque au milieu de la plaine de Bigorre, a du côté d'Orient la rivière de l'Adour qui lui fournit des eaux en abondance, tant pour faire moudre les moulins que pour remplir les fossés qui environnent les murailles, et aussi pour tempérer la chaleur de l'été, car un petit ruisseau d'eau claire passe par le milieu de la ville, depuis un bout d'Issel jusqu'à l'autre. Étant ainsi composée ladite ville qu'elle n'a qu'une rue qui s'étend de l'Orient vers l'Occident. Voyez, et anciennement était distinguée par les portes et fossés qui l'entrecoupaient en 6 bourgs, dont les 2
sont à présent démolis, raies de terre. Les 4 restants, qui tiennent 2 à 2 et semblent composer 2 corps de ville, dont la première, commençant à la part d'Occident, contient les bourgs de la Serre et de Carrère-Longue. Celui de la Cède enclôt l'église cathédrale et les ruines des anciennes maisons de l'évêque et des chanoines. La dite église cathédrale, consacrée à la Vierge Marie, porte le nom particulièrement de Cède. Bon, etc. Et les chanoines qui sont à présent étaient jadis religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Je crois qu'on avait dit ça quand même, mais ils furent sécularisés et les places monacales réduites à 14 chanoines. Donc vous avez là 14 chanoines qui vivent dans sans doute 14 maisons de la Cède et qui ont beaucoup de terres. Toutes les terres à l'ouest de Tarbes sont possédées en particulier par ou l'évêque ou les chanoines. Le bourg de Carrère-Longue est peuplé de marchands et artisans et à Nice, lui, la maison du collège. Ça vous situe un peu pour l'instruction de la jeunesse. Hors les murs de Carrère-Longue est l'église et couvent de Saint-François, fondée par les seigneurs de l'Avedan, et depuis le couvent jusqu'aux autres deux bourgs est la place du bourg ruiné, qu'on appelait Maubourguet, duquel encore restent quelques vestiges et fondements de murailles. Je vous remets le plan. Voilà, donc la Cède, c'est cette partie-là autour de la cathédrale et du palais de l'évêque. Et puis, le long de la route de Pau, rue Longue, vous voyez, pas la route de Pau actuelle, vous avez donc le bourg de Carrère-Longue. Donc, un bourg de Carrère-Longue peuplé d'artisans, nous dit-il. Alors, après, vous avez le deuxième corps de ville qui succède après les ruines du Maubourguet, comprend le bourg vieux et le bourg neuf. Dans le vieux est l'église paroissiale de Saint-Jean, à laquelle est jointe la maison de ville. Elle était située donc place Saint-Jean, la maison de ville, l'hôtel de ville, si vous voulez. Là est aussi le château des Comtes qui sert pour les audiences de la Sénéchaussée et pour les prisons. Donc c'est ce château qui a été détruit au moment où on a construit la mairie actuelle, c'est-à-dire au tournant du fin 19e, début 20e. En la place qui est devant l'église Saint-Jean se tiennent les petits marchés chaque samedi et le mercredi par semaine alternative, tous les 15 jours. De tout temps, le Bourg-Vieux a été avantagé par-dessus tous les autres de la ville et à Nice lui ont été les principales fortifications et les gouvernants y ont fait leur séjour en temps de guerre comme en temps de paix les magistrats de la justice. Et de ce bourg sont pris et choisis annuellement les 2 premiers consuls de toute la ville. Donc c'est le plus ancien là, mais il a aussi des avantages. Les 2 premiers consuls sont choisis là. Les maisons contiennent chacune 2 corps ou quartiers de logis, séparés par un petit jardin ou basse-cour. Et ceux qui répondent à la rue sont pour la plupart bâtis de bois et de terre, obscurs et malpropres. Les autres sont appuyés sur la muraille de la ville, en plus, et bâtis de pierres rondes. Les galets, mais depuis le commencement des derniers troubles, soit par l'orage du canon ou par l'humidité de l'eau des fossés, ces bâtiments fondés sur la terre molle se sont crevassés et ruinés, si qu'à présent il y en a bien peu qui soient utiles. Le bourg neuf est peuplé d'artisans à cause du voisinage qu'il a avec le marcatel
Cadieux, où sont les grands marchés, le jeudi de 15 en 15 jours, et 2 belles foires chacun an, l'une à la mi-carême et l'autre le lendemain de la fête de Notre-Dame de septembre. Or, ce bourg est la place d'un petit bourg qui fut brûlé avec le Maubourguet et les maisons qui maintenant y sont, et aussi les hôtelleries qui environnent la place du marché ont été rebâties depuis 25 ans. Pareillement, hors le bourg neuf est l'église et couvent des Carmes, dont les seigneurs de Basillac sont fondateurs et y ont leur sépulture. Donc voilà pour la description de la ville, et finissons avec ça, avec le terroir de Tarbes. Le terroir de Tarbes est de petite étendue et consiste en champs cultivés et belles prairies arrosées par l'eau de l'Adour, moyenne des canaux qui en dérivent. Et une bonne partie de celui est possédée par l'église, je vous le disais. Il n'y a point de vigne hormis quelques vergers à la manière de ceux de Vic, mais non pas de bonté pareille, car le vin de Tarbes est plus vert et plus faible. Lorsque la ville de Tarbes était en son entier, elle était pleine de peuple et de richesses, mais à présent elle est pauvre et fort détruite. Donc, vous avez là la physionomie de Tarbes, qui vous avez l'emplacement des bourgs, bien sûr, et vous avez les canaux. Mais vous voyez que tous les canaux, ici vous avez l'Aiguerotte, le canal occidental, le canal oriental et les canaux qui sont en bordure de l'Adour, carrément. Eh bien, ils prennent tous leur source en un point commun. Ils sont branchés sur l'Adour à peu près au niveau de la Loubère, sur une partie du territoire de Sousse, parce que le territoire de Sousse déborde de l'autre côté de l'Adour. Voilà. Et ça, jusqu'au XXe siècle, ça n'a pas changé, sauf que le barrage a pu être modifié quelque peu, parce qu'à chaque crue, le barrage est emporté par les eaux, et il faut le refaire. Voilà à peu près ce qui se passe tout le long du XIXe siècle, où il y a une sorte de syndicat des arroseurs. Et ce syndicat, enfin, il a très peu de pouvoir, ils s'entendent mal, ils n'entretiennent pas, et par conséquent, il y a toujours des travaux à faire là-bas, à la digue qui barre l'Adour et qui envoie l'eau dans le collecteur qui ensuite distribue aux canaux. Seulement, c'est très facile quand même, enfin, c'est très facile pour des assiégeants qui sont nombreux, d'envoyer, surtout s'il n'y a pas de grandes eaux, d'envoyer une partie de leurs soldats avec des pelles, des pioches, et dégager le cours de l'Adour et barrer l'entrée des canaux. Donc il est facile d'assécher au moins en partie les canaux. Vous voyez? Donc ça facilite quand même le travail des armées qui assiègent Tarbes. On en était à la description de Guillaume Morand pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on ait découvert aux archives d'Auch le plan routier. Donc, ça vous explique les taches, les couleurs, etc. Sauf que le bleu n'est pas d'origine, il a été repassé pour qu'on lise mieux le plan. Le bleu de l'eau des canaux. En réalité, sur l'original, c'est une couleur bleu-vert, mais qui se voit très peu, qui est fanée un peu et qui se voit très peu. Et vous voyez ici, donc la cathédrale est ici, le quartier de la Cède, Carrère Longue là, vous voyez, le Maubourguet ici, avec le couvent dont on vous a parlé par Guillaume Morand, Bourg-Vieux, Bourg-Neuf,
Bourg-Crabé autour de l'église Sainte-Thérèse, c'est-à-dire l'église des Carmes. Et puis le bourg Navette, ce sont ces quelques maisons qui se trouvent là et qui ne sont pas très nombreuses à cette époque-là. Hein. Voilà. Et ça a été découvert tardivement, il y a, je sais pas combien, 30-40 ans. Mais jusque-là, les historiens ils étaient obligés de se servir uniquement de la description de Guillaume Morand. Donc, les funestes années 1569-1571, je crois que le qualificatif de funeste est de votre président, hein, c'est pas de moi. Bon, en 1569, le chef huguenot Montgomery traversa la Bigorre avec son armée pour délivrer la ville de Navarenx-en-Béarn assiégée. En passant, ils pillèrent et brûlèrent abbayes, églises, presbytères. Tarbes ne fut prise qu'à son retour à cause de la trahison de 2 habitants protestants. En 1570, prise de Tarbes par Montama, lieutenant-général d'Albret. Alors il se passe la chose suivante, à ce moment-là, le capitaine Faure concentre toutes ses forces dans le Bourg-Vieux, mais en vain, la ville est prise et pillée. Durant l'année 1570, la ville organise mieux sa défense avec le capitaine Bonas, comme je vous l'ai dit, et 700 à 800 hommes, mais Montama revient en avril 1571 avec des canons. Bonas incendie le Maubourguet, le Bourg-Crabé, et résiste, mais par la ruse et la trahison, Montama est victorieux. Voilà le résumé, un petit peu. Évidemment, c'est de l'histoire événementielle, et on va en rester là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.